Bonjour à tous. Aujourd'hui, enquête sur les dérives des tutelles en France. Négligence, abus, escroquerie, les exemples foisonnent. Parce que le système le permet, vous allez nous expliquer ça, Laetitia Chérel. Bonjour. Bonjour. Et puis nous recevrons Pierre Gastineau. Bonjour. Bonjour. Alors avec Philippe Vassé, vous publiez Armes de déstabilisation massive, un livre qui porte un sacré coup au mythe du lanceur d'alerte chevalier blanc tel qu'on le présentait jusqu'à présent. France Inter. Secret d'info, Jacques Monin. Près d'1 million, c'est le nombre de personnes qui sont aujourd'hui sous protection juridique. Près d'1 million d'adultes mis sous tutelle ou sous curatelle parce qu'ils ne peuvent pas gérer seuls leurs biens. Avec le vieillissement de la population, on peut dire que tôt ou tard, nous serons tous concernés. Nous serons tous concernés, c'est-à-dire que soit nous aurons un proche qui sera placé sous tutelle, soit nous le serons peut-être nous-mêmes. En tout cas, cet extrait d'un documentaire réalisé par Lucie Cariès montre bien quel est l'enjeu du système français en la matière. Or, ce système, on va le voir, il est encore défaillant et ça pose question. Mais avant d'évoquer les dérives qu'on peut identifier, Laetitia Chérel, expliquez-nous qu'est-ce qu'on entend précisément par tutelle. Alors une tutelle, c'est une mesure destinée à protéger les intérêts d'un adulte vulnérable, quelqu'un dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées et qui n'est plus capable de s'occuper de ses affaires. Et qui décide alors de vous placer sous tutelle ? Alors il faut d'abord qu'il y ait un signalement au tribunal. Ce signalement, il peut être fait par un proche, mais pas forcément. Ça peut être un voisin ou une assistante sociale ou même votre banquier. Ensuite, c'est le juge des tutelles qui décide et pour ça, il s'appuie sur une expertise médicale. Bon, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le juge désigne un tuteur, qu'on appelle aussi un mandataire judiciaire. Il s'agit dans la moitié des cas d'un membre de la famille et puis dans l'autre moitié d'une association spécialisée ou d'un tuteur indépendant. Il gère alors les affaires de celui qu'on appelle un majeur protégé. Et alors, à partir du moment où on est placé sous tutelle, quelle marge de manœuvre est-ce qu'il vous reste ? Alors, quasiment aucune. C'est ce que nous explique Valérie Labrousse. Elle est journaliste et auteure du livre « Les dépossédés ». Le tuteur, il a tous les pouvoirs. Comme il est censé avoir les cordons de la bourse, il est censé vous donner votre argent de poche, par exemple, pour manger, pour s'habiller, pour tout. Puis, il a un pouvoir de vente, donc il peut vendre votre maison. Évidemment, tout ceci est réglementé, mais la grande différence et le grand problème des tutelles, c'est qu'il y a un grand écart entre les faits et la loi. Oui, et la première manifestation de ce grand écart dont on vient de nous parler, c'est ce qu'on appelle la tutelle abusive. Une tutelle abusive, c'est quand une personne est placée sous tutelle alors que son état ne le justifie pas. C'est ce qui est arrivé à Nathalie. Elle a 50 ans et en décembre 2016, elle a été placée sous tutelle suite au signalement d'une assistante sociale. Mais ça, elle ne l'a appris que 4 mois plus tard, en mars 2017. J'apprends que l'UDAF, l'Union des familles, a saisi mon compte sous prétexte que j'aurais eu cette tutelle dont je ne suis pas informée. Comme je n'ai jamais été convoquée par la justice et que cette association, moi je la connais pas, et que j'entends pas me faire saisir par quelqu'un que je connais pas sur quelque chose qui n'existe pas, je vais résister, tout simplement. Je vais pas les écouter, je vais rien entendre, je vais résister contre l'UDAF. Et résister, ça veut donc dire contester cette tutelle. Oui, et pour ça, Nathalie va se faire aider par une association, l'AFCAT, l'association française contre les abus tutélaires. Et Claude Petit, son président, a été choqué par ce qu'il a découvert. Ce qui s'est passé avec cette personne, c'est qu'un jour, elle a vu frapper à sa porte. C'est un médecin qui lui a dit qu'il avait été désigné par le juge pour faire une expertise et qui, à partir de ça a duré 10 minutes, a établi un rapport d'expertise légal. Un de nos avocats sur Saint-Étienne a pris le dossier en charge. Elle a passé une expertise, mais une véritable expertise, qui a conclu que cette personne ne relevait pas d'une mesure de protection juridique. Mais malgré cela, la juge des tutelles a demandé une contre-expertise qui a confirmé l'expertise qu'elle avait passée. Oui, donc pour elle, finalement, ça s'est bien terminé. Sa tutelle vient d'ailleurs d'être levée, c'était en octobre dernier. Maintenant, l'autre abus qu'on peut constater, Laetitia, c'est le fait de négliger la personne dont on est censé s'occuper. Oui, par exemple, un tuteur qui oublie de donner de l'argent de poche à la personne placée sous sa protection ou qui estime qu'elle n'en a pas besoin. Cette personne ne peut donc plus s'abonner à sa revue préférée ni aller chez son coiffeur. Mais il y a plus grave. C'est ce qu'a constaté un ancien directeur de maison de retraite qui a tenu à garder l'anonymat.
Un certain nombre de résidents qui bénéficiaient de mesures de tutelle avaient quelques difficultés pour obtenir de la part de l'association qui gérait donc la mesure de tutelle des produits de première nécessité comme des produits d'hygiène, brosse à dents, savon, dentifrice et puis tout le linge personnel qui peut pas être fourni par la maison de retraite. Et c'était le cas pour une petite dizaine de personnes. Et il a fallu que nous intervenions à plusieurs reprises de différentes façons. Et c'est quand nous sommes allés trouver le directeur général de cette association avec des faits précis que les choses ont réellement changé. Oui, donc là encore, il a fallu qu'un tiers intervienne pour que les choses avancent. Alors ça paraît assez fou comme ça, Laetitia, mais ce qu'on vient d'entendre, c'est assez fréquent. Oui, c'est ce que nous a confirmé un juge des tutelles à la retraite. Il a travaillé dans plusieurs tribunaux de grande instance et il a régulièrement été confronté à ce genre de situation alarmante. Lui aussi tient à rester anonyme et nous avons donc fait lire ses propos par un journaliste. Je me souviens d'une personne sous tutelle qui vivait dans une maison de retraite. Elle n'avait plus de vêtements à sa taille, plus rien à se mettre. Pourtant, elle avait de l'argent, mais son tuteur ne lui achetait pas de vêtements. C'était inadmissible. L'hôpital n'avait pas d'autre choix que de lui donner des vêtements d'autres patients décédés. Je me souviens aussi d'une dame qui vivait sans chauffage alors qu'elle avait de l'argent sur son compte épargne et qu'elle aurait pu se payer une chaudière. Le tuteur n'allait pas chez elle, ne connaissait pas ses conditions de vie. Donc ce magistrat vous cite 2 autres exemples, mais ces abus, Laetitia, ils sont si courants que la Cour des comptes elle-même s'est penchée récemment sur ces dysfonctionnements. Oui, dans un rapport très sévère publié en octobre 2016, la Cour a dénoncé ces négligences. En voici un extrait lu par un journaliste. Les contacts entre les tuteurs et leurs majeurs protégés sont souvent insuffisants. Leur nombre et leur rythme vont de plusieurs fois par mois à seulement 1 fois par an. De nombreuses demandes d'ouverture de droits d'allocation chômage ou de pension d'invalidité sont faites avec retard, privant ainsi ces personnes de ressources. Par ailleurs, des négligences sont constatées dans les remboursements de dépenses de santé avec des impayés ou des retards de paiement d'impôts, de loyers ou de factures d'électricité. De factures d'électricité, oui. Et ce constat, il n'y a d'ailleurs pas que la Cour des comptes qui y est sensibilisée. Oui, la négligence des tuteurs, c'est un des sujets sur lesquels le défenseur des droits est très sollicité. Et parmi les cas les plus fréquents, ceux des personnes âgées dont le dentier s'est cassé. Leur tuteur ne leur a pas envoyé d'argent pour le faire réparer. Ça a duré des mois. Résultat, ces personnes ont été obligées de manger des purées et ont fini par souffrir de carences alimentaires. Même souci pour des appareils auditifs cassés et laissés en l'état pendant plusieurs semaines. Alors le défenseur des droits parle d'ailleurs à ce sujet d'une forme de maltraitance. C'est terrible ce que vous nous racontez, mais il y a aussi, et il faut le dire aussi, des personnes qui, elles, se font carrément escroquer. Oui, alors c'est possible lors d'une étape clé dans la mise sous tutelle, ça s'appelle l'inventaire. C'est-à-dire ? Le mandataire a l'obligation de faire l'inventaire des biens de la personne dont il a la protection. Il fait la liste de ses comptes en banque, de ses meubles et de ses biens immobiliers. Et c'est là qu'il peut y avoir un problème, comme nous l'explique ce juge des tutelles à la retraite qu'on a déjà entendu tout à l'heure. C'est facile pour un tuteur indélicat de détourner des biens. Un jour, j'ai appris au bout de 15 mois qu'une personne sous tutelle avait des tableaux de grands peintres. Le tuteur m'a expliqué qu'il n'avait pas pu les mettre dans l'inventaire parce qu'il ignorait leur existence. Imaginons qu'il ait vu ses Renoir et ses Picasso. C'était très tentant de ne pas les mettre dans l'inventaire. Et comme souvent, les personnes placées sous tutelle n'ont pas de famille ou qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer clairement, eh bien, personne ne peut attester qu'elles possédaient ces biens et qu'ils ont disparu. Alors ça, c'est un exemple d'escroquerie, disons les choses, Laetitia. Mais parfois, ces escroqueries ont même lieu en bande organisée. Oui, avec des réseaux très structurés qui revendent des biens qui ne figuraient pas dans le fameux inventaire, ni vus ni connus donc. C'est ce qu'a découvert Valérie Labrousse, l'auteur du livre Les Dépossédés. J'ai découvert, moi, un réseau en Normandie, immense, d'évasion de meubles de majeurs protégés. Les complicités sont multiples entre le commissaire-priseur, le brocanteur, l'antiquaire, selon les objets, qui vont à la fois estimer, payer, emporter, jeter, revendre. Et ça va de la commode Louis XVI aux photos de famille.
Et il n'y a pas que les commodes d'ailleurs, ou les photos qu'on peut dérober. Il arrive même que ce soit la maison ou l'appartement de la personne sous tutelle qui soit mise en vente. Oui, Claude Petit, le président de l'AFCAT, l'Association française contre les abus tutélaires, est régulièrement alerté sur ce point. Un bien immobilier est vendu par un tuteur à bas prix et pas toujours pour de bonnes raisons. Nous avons des affaires où des personnes sont placées dans des établissements et il est procédé à la vente notamment de leur propriété, appartement ou maison. Le motif évoqué souvent, c'est qu'il faut payer les séjours en établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. Mais il y a quand même un doute qui peut subsister, c'est que dans la mesure où une propriété est estimée à 300 ou 350 000 euros, elle aura été vendue par l'association tutélaire à 150 000. Donc bien en dessous de la valeur marchande. On peut supposer que c'est un arrangement entre l'agent immobilier et la personne qui est en charge du dossier de tutelle. Ouais, l'agent immobilier qui peut donc revendre ce bien avec une belle plus-value. Alors là, Claude Petit le dit, il suppose en l'occurrence, mais ce doute, il n'est pas le seul à en faire état. La Cour des comptes elle-même fait le constat. Dans son rapport de 2016, elle souligne d'ailleurs que la vente de maisons ou d'appartements est l'un des domaines où il peut y avoir le plus d'abus. La justification des ventes des biens immobiliers des personnes protégées n'est pas toujours établie au regard de leurs besoins. Le choix des intermédiaires peut être opaque. Les prix de cession peuvent être à des niveaux faibles par rapport au prix du marché. Il s'agit d'une des zones de risque les plus importantes pour laquelle l'attention et la coordination de l'ensemble des acteurs doivent être renforcées. Et d'autant plus renforcées, Laetitia, que des arnaques de ce type, eh bien, il y en a d'autres. Oui, les arnaques à l'assurance vie, par exemple. Vous savez, le deuxième placement préféré des Français. Parmi les millions de personnes qui ont des contrats de ce type, beaucoup sont sous tutelle. Et là encore, ça peut être très tentant de détourner leur argent. Il suffit de modifier la clause dite bénéficiaire. Jérôme Brugère est président de l'EDAB, l'association d'information et de défense des assurés et des bénéficiaires. Il s'est occupé de nombreux cas de spoliation, mais il y en a un qui l'a particulièrement marqué. 2 enfants se sont manifestés auprès de moi suite au décès de leur père, parce qu'effectivement, ils n'avaient perçu aucun centime au décès de leur papa. Donc j'avais pu constater, après enquête, que le papa avait fait un petit séjour à l'hôpital psychiatrique, et l'hôpital psychiatrique avait fait le choix, bien avantageux pour lui, de se mettre bénéficiaire des contrats. Plus grave, l'assureur avait accepté le bénéfice du contrat, c'est-à-dire qu'en acceptant le contrat, on ne pouvait plus modifier la clause bénéficiaire pour une tierce personne. Et la tierce personne, en l'occurrence, c'était donc les enfants qui se sont fait gruger. Maintenant, il y a une autre forme d'abus que vous avez pu identifier, Laetitia. Vous vous êtes aussi rendu compte que des associations qui sont censées gérer l'argent des personnes mises sous tutelle s'enrichissent en faisant ça. Oui, on appelle ça la pratique des comptes pivots. Compte pivot, c'est-à-dire ? C'est un compte ouvert par une association sur lequel elle regroupe les comptes courants des personnes dont elle a la protection. Tous ces comptes accumulés, ça finit par faire des grosses sommes d'argent et des intérêts, car ces sommes, les banques les rémunèrent. Le problème, c'est quand ces intérêts ne sont pas reversés aux personnes sous tutelle, mais qu'ils restent dans la poche des mandataires. Et ça, même si c'est illégal, c'est fréquent selon la journaliste Valérie Labrousse. Si vous avez 2000 comptes courants sur un seul compte, ce compte produit des intérêts manifestement très importants. Et au lieu d'être redistribués aux majeurs, ils vont dans votre poche, vous qui êtes tuteur. En plus de ça, ça profite à la banque qui, évidemment, y trouve son intérêt de son côté. Donc tout le monde se fait de l'argent, sauf le majeur protégé. Oui, ce qui paraît fou dans cette affaire, Laetitia, on l'a dit, c'est que cette pratique est interdite. Or, ça fait des années qu'elle dure. Oui, c'est ce que m'a confirmé le juge des tutelles à la retraite, qui n'hésite pas, lui, à parler d'un système institutionnalisé dans toutes les régions de France encore aujourd'hui. Oui, et puisqu'on en est là, d'ailleurs, Laetitia, plus généralement, toutes ces dérives qu'on vient d'identifier, dont on vient de parler, est-ce qu'elles sont marginales ou est-ce qu'elles sont vraiment significatives ? Alors c'est difficile de répondre à cette question, Jacques, parce qu'il n'y a tout simplement pas de statistiques, ni même d'observatoire des majeurs protégés. Le fait que la Cour des comptes et que le défenseur des droits s'alarment sur ces dérives montre qu'il ne s'agit pas d'un phénomène marginal. En revanche, il serait sans doute injuste de dire que toute la profession est malhonnête ou négligente.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin. Alors, on a vu que toutes sortes d'abus sont commis sur des personnes placées sous tutelle. Ça va de la négligence à l'escroquerie pure et simple. On a vu que des associations censées s'occuper de personnes vulnérables gagnent parfois de l'argent sur leur dos, et ce, en dépit de la réglementation. Alors essayons de comprendre maintenant comment c'est possible, Laetitia Chirel. Ils sont pas formés, ces tuteurs-là, dont certains semblent si défaillants ? Si, ils le sont. La loi de 2007 a professionnalisé leur activité. Elle a instauré une formation obligatoire de 350 heures, avec du droit, de la comptabilité, des notions de social, plus 10 semaines de stage. Un diplôme a même été créé. Il s'agit du certificat national de compétences. Alors, pourquoi est-ce qu'on assiste tout de même à ces dérives ? Alors, plusieurs raisons à cela. Et tout d'abord, l'insuffisance de moyens de contrôle. Il faut savoir que chaque année, les tuteurs doivent fournir des comptes de leurs protégés au tribunal d'instance pour justifier leurs dépenses. Mais il n'y a pas assez de personnel pour les analyser, ces comptes. Écoutez à ce sujet Anne Caron d'Église, la présidente de la Chambre des tutelles de la Cour d'appel de Versailles. Les juges des tutelles, ils ne consacrent en moyenne qu'un petit peu plus du tiers de leur temps aux mesures de protection. Et on évalue à peu près à 3400 dossiers le nombre de situations suivies par un magistrat. Donc évidemment, c'est une insuffisance criante de possibilités de suivi. Et cela, les juges d'instance vous disent qu'ils le font le mieux possible, mais ils n'ont pas suffisamment de temps. Ouais, pas suffisamment de temps, parce que s'il y a effectivement 3400 dossiers pour un seul juge, on se dit que contrôler, c'est effectivement une mission quasi impossible. Oui, d'autant que les greffiers en chef, ceux qui sont chargés en amont de vérifier les comptes de gestion, eux aussi sont complètement débordés. Et pour cause, puisqu'ils ne sont qu'une centaine pour le million de comptes à vérifier. C'est ce que nous explique Céline Parizeau, ancienne juge des tutelles et secrétaire générale de l'USM, l'Union syndicale de la magistrature. Les greffiers en chef ont une quantité de travail telle qu'il leur est absolument impossible de contrôler la totalité des comptes, parce qu'il y en a absolument des milliers. Donc par exemple, à un tout petit tribunal d'instance comme Montreuil-sur-Mer, il y a 1900 mesures de protection. Donc 1900 comptes de gestion à vérifier dans une année, autant vous dire que c'est totalement impossible. Et si c'est impossible, ça veut dire effectivement que des tuteurs indélicats peuvent en profiter. Oui, alors il faut quand même préciser que les greffiers font tout de même des contrôles, mais des contrôles aléatoires. Alors ça ne représente pas grand-chose, comme le note encore Céline Parizeau. Ça peut être de l'ordre de 5% des dossiers, c'est quand même très faible. Sinon, ce sont des comptes qui vont être vérifiés à l'occasion d'un acte quelconque. Par exemple, le tuteur va demander à changer un placement et puis à ce moment-là, on s'aperçoit que dans le dossier, on n'a pas de compte depuis des années. Du coup, si le dossier n'a pas de demande interne, il y a peu de chances pour que les comptes soient contrôlés, malheureusement. Et puis, autre faille du dispositif. Un juge des tutelles m'a expliqué que dans un grand tribunal d'instance où il travaillait, les contrôles n'intéressaient strictement personne. Il faut dire aussi que certains comptes de gestion sont très compliqués et que les greffiers ne sont pas suffisamment formés à la comptabilité. Enfin, plusieurs juges m'ont confié qu'ils hésitaient parfois à dessaisir un tuteur aux pratiques douteuses, tout simplement parce que dans leur région, il y avait une pénurie de tuteurs. Et comme on ne peut pas les remplacer, ils les laissaient en place. Ouais, c'est assez dingue ce que vous nous racontez. Et c'est d'autant plus terrible d'ailleurs, Laetitia, pour les personnes vulnérables, qu'elles n'ont souvent pas de recours parce qu'elles sont prises dans une espèce de spirale infernale. Alors elles peuvent toujours alerter le juge, mais pour aller en justice et poursuivre leur tuteur, il leur faut de l'argent. Et c'est là que ça se complique, comme nous l'explique la journaliste Valérie Labrousse. Comment faites-vous pour demander à votre tuteur qui gère votre argent de vous permettre de payer un avocat qui, a priori, devrait porter plainte contre lui ? Là aussi, c'est Kafka. Et le problème, c'est que si vous avez droit à l'aide juridictionnelle, il vous demande des papiers que le tuteur détient. Donc, vous avez des gens qui n'arrivent même pas à se faire entendre au niveau des tribunaux parce qu'il leur manque, la déclaration d'impôt qui est nécessaire. Le tuteur possède le papier. Évidemment, il ne va pas l'aider à constituer un dossier qui va ensuite désigner un avocat, etc. Bon, mais s'il est si difficile de faire des recours pour ceux qui sont sous tutelle, et si les contrôles sont insuffisants, comme on l'a vu, Laetitia, alors comment faire avancer les choses ? Alors, on pourrait peut-être déjà commencer par encadrer l'éthique de la profession, car là aussi, on est loin du compte, comme l'estime l'avocate spécialiste des tutelles, Florence Fresnel. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, actuellement, ne sont pas organisés en ordre,
comme les médecins, comme les experts comptables, comme les avocats, tout ça. Donc, ils n'ont pas de déontologie au sens exact du terme. Dès lors qu'ils seront un ordre pour lesquels il y a une déontologie, il y a à l'intérieur de la profession des règles qui font qu'il y a des personnes qui viennent examiner les comptes des confrères. À ce moment-là, ça ira beaucoup mieux. Ouais, donc elle imagine la création d'un ordre. Bon, mais ça suffira pas, ça, non? Non, disons que ça pourrait être un premier pas, mais il y a un autre travers qu'il faudrait régler, ce sont les conflits d'intérêts potentiels qu'on peut encore observer dans la profession. Et à ce sujet-là, il faut avancer, estime la magistrate Anne Caron d'Église. Il est indispensable d'interroger les pratiques des mandataires judiciaires. Comment, par exemple, exercer à temps partiel une profession de mandataire judiciaire et être avocat, gestionnaire de patrimoine, assureur. Il est bien évident que ça peut créer des conflits d'intérêts. Donc c'est tout cela qui amène un certain nombre de questions sur l'organisation de la profession et sur les règles déontologiques et éthiques qui doivent s'appliquer à cette profession. Une réflexion est justement en cours au ministère des Solidarités pour, entre autres, mieux encadrer la profession. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'un an après le rapport assassin de la Cour des comptes, on n'en est toujours qu'au stade de la réflexion. Oui, autrement dit, on est encore loin du compte alors que la population, elle, on le rappelle, continue de vieillir. Merci Laetitia Chirel pour cette enquête. Je précise qu'on peut la réécouter, votre enquête, ou la podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi réagir sur Twitter, Investigation RF, ainsi que sur la page Facebook de Secret d'Info. Allez, restez avec nous dans un instant. Nous allons voir que les lanceurs d'alerte ne sont pas toujours désintéressés. I wake up in a cave, you're by my side, I see the chandeliers gleam, 1,000 lights, picture on the wall of 96, you and I just smiling like monkeys. So I go swimming to wake me up. I'm floating with no shape, no conscience. I look across the room and see the girl looks like a Greek old-fashioned sculpture. Just wait outside, I'll be there. You gave me some advice, so I owe you now. It must be hard for you to lend me this golden sky, infinite desert. You show me now where are the smiles and laughs again. My inner child. I'm down here again with you aside. I only see the black beauty mark on the back. Picture on the wall of 86. There's only me but much younger, straight on the pier. You gave me some advice, so I owe you now. It must be hard for you to lend me this golden sky, infinite desert. You show me now where are the smiles and laughs again. You gave me some advice, so I owe you now. It must be hard for you to lend me this golden sky, infinite desert. You show me now where are the smiles and laughs again.
C'est tout doux, une voix caressante sur un arrangement soyeux. C'était Guinea Pig, cochon d'Inde en français, extrait du dernier album du groupe belge Girls in Hawaii, groupe masculin d'ailleurs comme son nom en l'occurrence ne l'indique pas. France Inter. Secret d'info, Jacques Monin. Alors nous recevons maintenant Pierre Gastineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la lettre confidentielle Intelligence Online. Vous publiez avec Philippe Vassé Armes de déstabilisation massive. C'est un livre qui met à mal le mythe du lanceur d'alerte éthique et désintéressé tel qu'on le connaît. Vous reprenez un certain nombre d'affaires et vous parlez par exemple de ce qu'ont été les Football Leaks. Et puis vous dites, derrière ça, c'était pas un lanceur d'alerte, c'était une société, un grand groupe qui s'appelle Doyen Sport qui s'est fait rançonner. Exactement, qu'on a tenté de rançonner, et c'est ce qui est très intéressant dans ce cas-là, dans le cas des Football Leaks, c'est que c'est le consortium qui sort le consortium européen. Exactement, l'EIC qui est le concurrent de l'ICIG, l'autre consortium de journalistes, et donc c'est l'EIC qui décide eux-mêmes de faire un article disant que l'origine des données est trouble. Et c'est effectivement un hacking à la base, et les hackers, en fait, ont essayé pendant des mois de rançonner le fonds d'investissement qui achetait des parts de joueurs dans le cadre des transferts de joueurs dans des clubs, et en fait, ce rançonnage ayant échoué, ils ont fini par les diffuser massivement. C'est ça, ils leur disent, vous nous donnez 300 000 euros, sinon on diffuse les données. Et les données se sont retrouvées donc dans toute la presse européenne. Dans la presse, vous citez l'exemple aussi des Malta Files. Là aussi, on se dit, formidable, il y a un lanceur d'alerte qui nous permet de lutter contre la corruption. Et puis, vous regardez ce qu'il y a derrière, et derrière, il y aurait les Russes. C'est une des grosses hypothèses qui est avancée par pas mal de nos sources, effectivement, soit au Royaume-Uni ou aux États-Unis qui suivent de très près le Malte. L'un des lanceurs d'alerte est quelqu'un qui pose effectivement énormément de questions. Nous, on sort pas son nom car même les journalistes maltais, par sa proximité avec le pouvoir russe. Et en fait, oui, par cercle concentrique, on se rend compte qu'effectivement, cette personne a beaucoup travaillé dans les banques chypriotes. Très tenue par les Russes. Elle a des gens autour d'elle qui sont effectivement très proches de l'ambassade russe à Malte. C'est une femme. C'est une femme, mais on dira pas son nom. Et donc petit à petit, il y a effectivement un fort soupçon sur non pas sa probité, mais sa totale indépendance quand cette personne se met à faire fuiter des documents dans la presse maltaise. Ouais, parce que vous rapprochez ça d'un incident qui a eu lieu, c'est-à-dire que le gouvernement maltais a refusé à des navires russes de se ravitailler à Malte, et comme par hasard derrière, il y a des fuites. Et c'est un peu ça, et surtout dans la chronologie, c'est quand Malte refuse d'aider la Russie dans toutes ses opérations au Moyen-Orient, un responsable russe dit Malte se fait avoir par la guerre de l'information que mène l'Occident contre la Russie. Or, nous, on n'a rien à se reprocher, et donc ça serait bête que Malte perde sa neutralité, pour cette guerre informationnelle. Et ne serait-ce que cette déclaration russe est très étrange de tout repositionner sur le côté guerre de l'information. Alors vous vous intéressez aussi aux Panama Papers, et là aussi, vous vous dites, tiens donc, les fuites n'arrivent pas par hasard, et vous soulignez qu'il y a, au moment où Mossack Fonseca, donc le cabinet panaméen, est piraté, ce sont les fuites qui donneront les Panama Papers, qu'il y a un fonds très agressif, Elliott Management, qui est en conflit, c'est un peu compliqué, mais veut contraindre l'Argentine à rembourser des obligations, 2 milliards de dollars qu'il a rachetées. L'Argentine ne veut pas les rembourser, et il se trouve qu'il y a beaucoup de clients chez Mossack Fonseca qui sont des clients argentins, et comme par hasard, tout ça va fuiter. Exactement. Et ce qu'on voulait surtout raconter, c'est que quand sortent les Panama Papers, les principaux bénéficiaires tout de suite ce n'est pas la transparence mondiale, ce ne sont pas les fiscs mondiaux. En fait, ce sont les énormes intérêts financiers qui avaient tout intérêt à ce que la boîte noire qui était le Panama, en fait, saute d'un coup. Et ce qu'on voit très bien avec Elliott, c'est qu'ils sont en guerre depuis des années contre l'Argentine. Ils accusent notamment la présidente argentine d'avoir beaucoup de fonds au Panama. Et sauf qu'ils n'arrivent pas à le prouver, à avoir le smoking gun, comme on dit en anglais. Et la en fait, la preuve finale qui permettrait à Elliott de remporter tous ses procès. Les Panama Papers sortent, et quelques semaines après, 2 semaines après, 3 semaines après, il y a un accord transactionnel qui est passé entre Elliott et l'Argentine, et le cas qui a duré des années est transigé en quelques semaines et pour plusieurs milliards de dollars. Alors là, vous faites un rapprochement d'une situation, d'un contexte et puis d'un fait. Et c'est pour vraiment montrer... C'est là aussi une hypothèse. Oui, et c'est surtout... pas de preuve, on ne sait pas qui est à l'origine. Clairement, des on ne sait pas. Ce qu'on voulait surtout montrer en plus, c'est que, contrairement vraiment à ce qu'on croit,
la transparence n'est pas le premier gagnant en fait. C'est d'abord d'autres intérêts privés qui étaient en combat, en bataille féroce entre eux, qui se retrouvent avec les Panama Papers très avantagés. C'est ça, la fuite est devenue une arme au service d'intérêts donc qui peuvent être douteux. Après, ce journaliste de juger de l'opportunité de le diffuser, du fait que ce soit d'intérêt public ou pas, et de vérifier, de recouper. Et nous, ce qu'on dit surtout dans le livre, parce que la différence, c'est effectivement avec les fuites, c'est que c'est pas de la propagande, ce sont de vraies informations. Exactement, c'est fondamental, c'est l'authenticité totale des informations. On le voit avec le carton leaks que révèle Mediapart cette semaine, cette histoire un peu rocambolesque de fausses fuites de données. On a essayé de les intoxiquer, une espèce d'affaire Clearstream bis. Tout à fait. Et ce qui est marrant, c'est que de faux listing. Dès que c'est faux, le leak perd toute sa valeur en fait. Il faut que toutes les informations fuitées soient vraies. C'est là qu'on voit que le journalisme fonctionne d'ailleurs, parce qu'ils se sont rendus compte que ces listings étaient faux et ils ne les ont pas diffusés. Et nous, ce qu'on dit surtout dans le livre, c'est qu'il faut continuer à utiliser les leaks s'il y a une information d'intérêt général. Il ne faut pas être dupe. Voilà, c'est un peu... En fait, on compare ça aussi au Watergate, c'est-à-dire le Watergate Deep Throat est totalement anonyme pour l'humanité entière, sauf pour les 2 journalistes. Eux savent que c'est le directeur adjoint du FBI. Et eux savent pourquoi il le fait. C'est-à-dire, effectivement, il peut le faire parce qu'il est choqué, mais il le fait aussi parce qu'il est fâché de ne pas avoir été nommé par Nixon numéro 1. Donc, eux peuvent avoir la motivation primaire. Ce qui change avec les leaks aujourd'hui, surtout avec les plateformes d'anonymisation, c'est que le journaliste, lui, il est aveugle quant à la possible motivation finale de la source de base. Mais ça va plus loin, parce que vous dites même que les vrais lanceurs d'alerte, eux-mêmes sont aujourd'hui, certains en tout cas, instrumentalisés. On l'a vu avec Wikileaks, on l'a vu avec Snowden, qui ont été récupérés par les Russes. Complètement. Mais c'est à son corps défendant, je pense, pour Snowden. Mais effectivement, ça devient un peu l'idiot utile du système russe, puisque la Russie s'en est servi énormément à partir de 2013, en fait, pour augmenter la surveillance de son propre Internet. C'est-à-dire de dire, regardez ce que sort Snowden. On l'accueille, donc on est des défenseurs de la démocratie de la liberté d'expression pour le monde entier. Mais nous, il faut qu'on fasse très attention dans notre propre pays. Regardez, les Américains sont partout. Et dans le même temps, répression donc sur les cyber-opposants russes. Et sur tout l'internet, l'internet russe, toutes les sites d'internet, les sites de presse même. Et Wikileaks aujourd'hui est un véhicule du Kremlin, on peut dire ça? Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est d'abord une alliance objective. Par la télé russe, il est abrité par le président équatorien qui est un proche de Poutine. Mais c'est une alliance objective, et c'est aussi un côté les ennemis de mes ennemis sont mes amis, c'est-à-dire que ils se retrouvent dans une situation à partir de 2010, donc les comptes sont bloqués par les États-Unis, il est vraiment traqué de partout. Et les seuls, effectivement, qui lui offrent un sauf-conduit sont, en fait, les Russes. On voit bien qu'il y a un intérêt objectif entre les deux parties, entre les Russes et Julian Assange. Alors, on a évoqué la presse, mais en fait, vous soulignez que moins de 10% des fuites se retrouvent dans la presse. Tout le reste, c'est sur Internet, en fait. Oui, en fait, la désintermédiation que permet Internet fait qu'on n'est pas obligé de travailler via des journalistes. Surtout, ce qu'on raconte, c'est que il y a beaucoup de leaks, en fait, qui se retrouvent dans des procès. Sauf qu'un avocat ne peut pas utiliser une boîte mail aux États-Unis, vous évoquez les États-Unis. Ou dans le Golfe, c'est-à-dire tous les procédures où la justice est accusatoire. Et c'est-à-dire que chaque partie amène ses preuves devant un juge. C'est l'avocat contre le parquet, et chacun fait son enquête. Exactement. Et ensuite, le juge vient décider de qui a raison. Voilà. Ouais. Et en fait, dans ce cadre-là, il y a effectivement beaucoup de mails ou autres qui se retrouvent dans des procédures. Sauf qu'un avocat ne peut pas l'amener directement, puisqu'un juge, en droit de la preuve, va dire, mais vous l'avez obtenu comment? Donc en fait, la meilleure manière, c'est effectivement de passer par un site internet anonyme, de faire sortir toute la boîte mail et de réutiliser ça dans le procès en disant, l'avocat, très justement, peut dire, regardez, c'est pas nous, c'est sur un site internet, donc c'est public. Donc nous, on peut l'utiliser et c'est pas nous qui avons commis la fraude. Mais donc, vous nous dites que des avocats américains, notamment, font pirater, ou utilisent des données piratées, et les blanchissent sur Internet pour pouvoir les utiliser dans un procès. Exactement. Après, est-ce que c'est l'avocat qui est le maître de cette stratégie un peu dark? C'est pas sûr. Ouais. Généralement, faut regarder les clients. C'est effectivement souvent des clients un peu hauts en couleur, où l'avocat n'arrive qu'en bout de chaîne. Et le résultat, c'est qu'on a un climat de paranoïa dans lequel les multinationales, les grandes sociétés, etc., passent leur temps ou créent des postes de personnes dont le rôle est d'observer le darknet pour vérifier qu'il n'y ait pas des fuites de chez eux qui se baladent Exactement, dessus. C'est la principale leçon des leaks, en fait, en termes industriels, qui crée, en fait, tout un nouveau secteur complètement dingue c'est-à-dire de screening permanent de l'Internet pour voir s'il n'y a pas un document qui sort. En France, on commence à avoir quelques sociétés qui font ça. Et après, il y a l'étape supplémentaire, qui est encore plus orwellienne, qui est vraiment, d'embaucher des anciens espions spécialisés dans le contre-espionnage, souvent,
pour en fait surveiller tous ces employés, surveiller toutes les failles possibles. Quel employé va pas très bien, s'il va pas très bien, est-ce qu'il serait pas capable à un moment d'aller faire fuiter une information. Et c'est des sociétés qui aujourd'hui recrutent massivement et qui ont vraiment de plus en plus de clients. C'est tout un univers nouveau. On est passé de la surveillance de l'Internet à la surveillance même des individus qui sont sur Internet. C'est vraiment orwellien. Bon, bah si avec ça, nous-mêmes, on ne devient pas parano. Bon, merci Pierre Gastineau pour toutes ces précisions. Alors pour ceux que le sujet intéresse, je conseille votre livre « Armes de déstabilisation massive ». Il est coécrit donc avec Philippe Vassé et il est édité chez Fayard. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Léa Dupouy-Hennequin pour sa précieuse collaboration. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. Merci à Sacha Tropp et à Florent Beauvalet qui étaient à la technique aujourd'hui. Merci à Jean-Baptiste Audibert qui lui assurait notre programmation musicale. Alors dans quelques instants, c'est CO2 Mon Amour avec Denis Chessou. La cellule investigation de Radio France vous donne rendez-vous samedi prochain. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end.